Je vous souhaite la bienvenue à cette web conférence qui porte le titre de La nature et l'aventure comme levier de développement humain. La séance sera présentée par Madame Virginie Gargano, professeure adjointe à l'École de travail social et de criminologie. Nous prévoyons que la durée de la séance sera d'environ 60 minutes, incluant une période de questions. Vos questions devront être posées dans la section questions-réponses de la plateforme et ce sera un plaisir de les lire à voix haute afin que Mme Gargano puisse y répondre au bénéfice de tout le monde. En terminant, sachez que la séance sera enregistrée et le lien d'enregistrement vous sera envoyé plus tôt, plus, dans les prochains jours pour que vous puissiez la revisionner. Alors, sans plus tarder, je lui laisse la parole, Madame Gargano. Bonjour tout le monde, merci d'être là aujourd'hui à ce webinaire. Je m'appelle Virginie Gargano. Je suis professeure adjointe à l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous présenter sur la nature et l'aventure comme levier de développement humain. Pour moi, ça représente mes intérêts de recherche, mais aussi là, ma pratique professionnelle qui s'échelonne maintenant sur plus d'une quinzaine d'années. Et si je centre mes travaux de recherche sur ces thèmes, c'est parce que mes expériences comme formatrice, comme professeur, comme instructeur ont contribué pour moi là, à mieux connaître et saisir les forces, les limites de l'intervention en contexte de nature et d'aventure. Et c'est important pour moi de les exposer, oui, pour en faire bénéficier différentes populations, mais aussi là, au profit d'une pratique qui peut être personnelle. Donc, aujourd'hui, en fait, le plan de la présentation va comme suit. En fait, je vais parler de l'historique du développement des interventions en contexte nature et d'aventure. Évidemment, pour savoir maintenant, aujourd'hui, où on en est dans tout ça, il faut comprendre d'où on vient. Je vais aborder certaines définitions. Je vais aussi aborder les effets qui sont répertoriés au sein de la littérature pour ensuite passer aux éléments clés qui s'opèrent dans ce contexte-là. Donc, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, puis qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas finalement. Et aussi, là, on va essayer d'aborder brièvement quelques enjeux actuels. Donc, l'histoire, le développement des interventions en contexte nature et d'aventure. Moi, je me suis centrée là, sur trois événements, contextes, situations, si on veut, qui ont influencé le développement du plein air tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ça se peut que j'utilise le terme plein air, soit dit en passant, à travers cette présentation-ci, à des fins là, de concision. D'abord, en fait, pour ce qui est de l'influence de l'industrialisation et de l'urbanisation, eh bien là, je me suis centrée sur ce qui est disponible dans la littérature en travail social, parce que plusieurs trajectoires peuvent décrire le développement des pratiques centrées sur la nature et l'aventure, notamment le travail social, évidemment, la psychologie, mais aussi l'éducation. Donc, quand on parle d'industrialisation et de l'urbanisation, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le tournant du 20e siècle a exercé une forte influence dans l'histoire du travail social et la place du plein air dans nos sociétés. En fait, la migration rapide des personnes qui vivaient en campagne vers les milieux urbains, c'est-à-dire l'industrialisation, a entraîné des problématiques d'insalubrité. Donc, certaines conditions ont exacerbé cette situation-là, dont la surcharge de passagers dans les transports en commun, les appartements surpeuplés dans lesquels la ventilation était de faible qualité, l'absence d'un système de traitement des eaux, et tout ça là, de façon corrélaire à la méconnaissance des modes de transmission des maladies. Donc, ces pauvres conditions-là, socio-sanitaires, ont influencé la transmission rapide de maladies comme la typhoïde, la fièvre jaune, le choléra, la tuberculose aussi, et ça notamment auprès des jeunes et des nouveau-nés. Mais maintenant, vous devez vous dire, mais pourquoi qu'elle parle des conditions socio-sanitaires des années 1900? C'est parce que cette situation-là a mis en évidence l'importance d'aller dehors, de prendre de l'air et a éveillé aussi l'importance de la qualité de l'air au plan hygiénique et sanitaire. Donc, en fait, c'est ce qui a influencé l'idée du plein air tel qu'on le connaît, en fait, aujourd'hui, qui a vraiment évolué. De façon parallèle à ça, quelques années auparavant, l'Angleterre, ou du moins les habitants d'Angleterre, avaient vécu des problématiques similaires.
et avait mis en fait des structures fondées par le clergé ou par des personnes ayant des préoccupations sociales. Et ces structures-là ont été importées en Amérique du Nord. Et il s'agit en fait notamment des Settlement House qui fournissaient des lieux de rencontre, de socialisation et qui avaient comme objectif de favoriser les réformes sociales, mais aussi de promouvoir la socialisation. Donc, par le fait même, ça a marqué la mise sur pied d'initiatives de nature communautaire et le développement des camps de vacances. Donc, certains de ces camps-là étaient offerts exclusivement aux milieux nantis, mais d'autres visaient les milieux socio-économiques pauvres. Mais les buts étaient similaires, s'éloigner des jeunes pas des jeunes, pardon, mais s'éloigner des villes pour que les jeunes respirent de l'air pur, pour qu'on puisse maintenir la socialisation et favoriser la vie en communauté, favoriser la socialisation. Je dois préciser que certains auteurs en parlent comme du Fresh Air Movement. Et finalement, en fait, on a aussi, par la migration des personnes du milieu rural vers les centres urbains, on a eu une ségrégation naturelle qui s'est opérée entre l'homme et le milieu naturel. Parce qu'avant, le milieu rural, dans le milieu rural, la nature constitue un milieu de vie permettant à l'homme de répondre, de vivre en fait et de répondre à ses besoins. Et avec la migration des personnes vers le monde urbain ou vers les villes, la nature est devenue un endroit où puiser des ressources, ce qui a favorisé à creuser par le fait même ce fossé-là avec l'humain. Et en plus de ça, avec la tradition scientifique occidentale, on aurait favorisé cette rupture-là, puisque c'est ancré dans une vision centrée sur des valeurs judéo-chrétiennes qui favorisaient l'acquisition de possessions matérielles, le développement économique et technologique, d'où le fait qu'on est allé puiser davantage dans les ressources et la nature était vraiment perçue comme maintenant un endroit pour aller répondre aux besoins de l'humain versus de vivre en connexion avec cet environnement-là. Donc, ce changement de relation-là entre la nature et l'humain a eu des répercussions sur différents plans, notamment en fait en ce qui concerne le développement d'une vision romantique de la nature. Ça s'est répercuté dans la littérature, la pédagogie, les arts et les habitudes de vie. Donc, à la même époque, plusieurs personnes désiraient vivre des expériences en nature, fréquentaient les camps de vacances et favorisaient un retour à la terre, mais ces expériences-là ne s'opéraient pas dans une visée de retour en milieu rural, mais plutôt dans une visée récréative et de loisirs. Et en fait, là, c'était vraiment perçu comme une façon de s'éloigner du monde urbain pour s'évader, se reposer et bref, comme moyen pour préserver l'équilibre global. Donc, je prends du temps sur l'aspect de l'histoire parce que c'est très important en ce sens que ça a influencé la façon dont on perçoit la nature et l'aventure aujourd'hui et l'intervention aussi en contexte de nature et d'aventure. Ceci étant dit, oui, ça vient du travail social, mais on peut trouver certains aspects qui vont être parallèles au niveau de l'éducation. Donc, quand on parle des YMCA, des camps de vacances, des écoles en nature, c'est aussi répertorié au sein de la littérature en éducation. Et en fait, ça m'amène à parler d'une racine qui est commune à travers les typologies de groupes qu'on retrouve, les typologies de programmes, pardon, qu'on retrouve en contexte de plein air. Et cette assise commune-là, ce fondement-là qui est commun, donc que ce soit un programme de nature thérapeutique ou éducatif ou développemental, on va parler de l'apprentissage expérientiel. Et sans vouloir aller trop loin ou en fait à des fins de concision, ce que je peux dire de l'apprentissage expérientiel, c'est l'idée de partir d'une expérience qui est concrète pour en retirer des apprentissages. Donc, que ce soit l'idée d'apprendre au niveau des sciences naturelles ou d'une modification de comportement, l'assise va être la même, c'est-à-dire de vivre une expérience pour observer les comportements, pour observer les sciences, pour observer le paysage et en retirer à travers des enseignements ou à travers des interventions, une modification ou un apprentissage éducatif. Donc, c'est ça. Au niveau des définitions, donc je vais me centrer sur la définition de la nature, la définition de l'aventure et la définition de l'intervention en contexte de nature et d'aventure.
Pour ce qui est de la définition de nature, j'ai choisi celle de Kaplan et Kaplan des années 89. Et cette définition-là se décline en différentes dimensions, c'est-à-dire que la nature ne se limite pas aux endroits vastes et inhabités. Elle inclut les parcs et les espaces verts. Donc, la nature signifie les endroits où les plantes grandissent, qu'elles soient plantées par les humains ou qu'elles se développent naturellement. Ils font référence à tous les espaces verts ou toute forme de végétation ou autre élément de l'environnement. Et la définition de la nature pour Kaplan 89, et c'est ce que j'aime, c'est qu'il relève le fait que c'est difficile à définir parce que ça fait référence à des lieux que nous avons expérimentés. Donc, la définition de la nature est pratiquement personnelle et va avoir certaines nuances d'une personne à l'autre. Donc, pour moi, peut-être qu'être en nature, c'est d'être sur le Saguenay en planche à pagaie sur le fjord, tandis que pour quelqu'un d'autre, ça peut être de se ramasser en motoneige sur un lac l'hiver. Et ce serait des définitions qui, selon ces deux auteurs-là, seraient tout à fait légitimes. Quand on parle de l'expérience d'aventure, on parle d'une expérience de nouveauté, d'incertitude et d'inconnu. Et en fait, pour les auteurs que j'ai sélectionnés, l'aventure s'inscrit dans une attitude, un état d'esprit, une atmosphère dans laquelle l'expérience va être optimisée quand les sens sont stimulés. Donc, l'aventure, sous cette posture-là, fait référence à une expérience qui est kinesthésique. Elle est associée au bien-être global de l'humain, ça je vais y revenir, à une sensation interne liée aux sphères physiques, psychologiques, émotives et même spirituelles de chacun. Donc, en fait, comme pour la notion de la nature, pour l'humain, l'aventure était d'abord historiquement ancrée dans des motivations utilitaires, c'est-à-dire l'exploration, la conquête des territoires, la conversion même de certains peuples à des religions. Et puis, au fil des époques, en raison de la découverte des territoires et de l'adoption d'un style de vie qui était de plus en plus urbain, on s'est éloigné de cette notion-là d'aventure qui était intrinsèque à la survie de l'espèce. Et l'aventure a tenu alors des motivations qui étaient davantage personnelles et encore aujourd'hui, pour certaines sociétés évidemment, davantage reliées aux conquêtes de sommets, aux conquêtes de certains territoires et aux voyages. Donc, aujourd'hui, l'aventure, pour les sociétés notamment nord-occidentales, l'aventure remplit une fonction qui est davantage développementale et même pour certaines personnes thérapeutique. Mais pourquoi on parle d'aventure encore aujourd'hui comme étant associée au bien-être global de l'humain? C'est parce que la reconnaissance de l'aventure, de ce concept-là dans une perspective de développement ne date vraiment pas d'hier, en fait. Entre les années 470 et même 300 avant Jésus-Christ, des penseurs tels qu'Aristote et Socrate croyaient fortement déjà à l'importance d'unir le corps et l'esprit, puis l'importance de vivre des expériences qui favorisaient cette union au profit du développement holistique. Donc, c'est ce qui compléterait ici la notion de l'aventure, mais c'est pourquoi, au-delà de l'expérimentation de quelque chose de nouveau, d'incertain, dans la mesure où on utilise l'aventure, ça fait davantage référence aux notions de bien-être global. Maintenant, qu'est-ce que l'intervention en contexte de nature et d'aventure? Bon, il y a plusieurs définitions qui auraient pu être choisies. Notamment au plan en anglais, il y a plusieurs définitions qui nous servent à circonscrire les interventions dans ce contexte-là. Et les différentes définitions font foi des nuances qui existent entre les types de programmes. Moi, j'ai pris cette définition-là, en fait, que j'ai développée il y a 3 ans maintenant, parce qu'elle est inclusive et elle correspond à une action qui est orientée vers une personne ou un groupe de personnes dans l'idée de répondre à des besoins éducatifs et psychosociaux dans une démarche qui est structurée, planifiée et dans laquelle la façon d'atteindre les objectifs se réalise par l'entremise de l'utilisation de la nature et de l'aventure. Je dois souligner que dans cette perspective-là, en intervention en contexte de nature et d'aventure, l'intervenant est présent en tout temps et détient une influence sur la qualité de l'expérience et aussi l'atteinte des objectifs.
Aussi, il est important de souligner pour moi que les effets répertoriés aux expériences en nature et en aventure ne sont pas exclusifs à leur inscription sous la forme de l'intervention. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a plusieurs travaux qui mettent en exergue le simple fait de se retrouver en nature, le simple fait de se retrouver dans un contexte d'aventure, et ceci, sans que ce soit inscrit sous la forme d'une intervention, promet aussi des effets positifs. Et la raison pour laquelle on est dans une démarche qui est un peu inverse, c'est-à-dire que maintenant qu'on a circonscrit les effets des interventions de groupe en contexte nature et d'aventure, bien là, on s'intéresse seulement aux pratiques centrées en nature et seulement aux pratiques centrées sur les activités d'aventure. Et ça, ça s'explique en raison de l'histoire, comme je l'expliquais plus tôt. Donc, la façon dont on s'est séparé un peu de la nature, ça a été via les camps de vacances, et tout ça se réalisait de façon groupale. Donc, c'est ce qui explique un peu la démarche inverse aujourd'hui au sein de la littérature. Donc, sans aller là-dedans aujourd'hui de façon très approfondie, ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement, on reconnaît des bénéfices aux expositions en nature, donc à la présence de plantes, d'images centrées sur les paysages naturels, sur les marches en forêt, les marches lentes en forêt, donc des expositions quasi passives ou très peu actives. Et de plus en plus, on incorpore l'activité physique en nature, et là, on voit les effets là, augmenter. Je vais y revenir plus tard. Maintenant, les effets répertoriés. Bon, j'aurais pu présenter plusieurs effets qui sont répertoriés au sein de la littérature, mais je me suis centrée sur cette façon-ci de faire, c'est-à-dire en les déclinant de deux façons, au plan personnel et au plan interpersonnel. Mais il y a plusieurs démonstrations là, au sein de la littérature qui démontrent des effets sur différents objets d'étude, différentes populations, différentes problématiques. Mais généralement, on pourrait dire qu'au plan personnel, ce qu'on voit, c'est une augmentation de la conscience de soi, du concept de soi, de la confiance, l'amélioration de la santé mentale au niveau du bien-être global, de la résilience, des symptômes reliés à l'anxiété, à la dépression, aux troubles associés de l'humeur, à la diminution de la consommation qui serait à ce moment-là vue comme symptomatique d'autre chose. On peut percevoir des effets au plan du fonctionnement académique et familial, et une augmentation aussi de la forme physique. Et au plan interpersonnel, ce qu'on retrouve, c'est des effets au plan du leadership, notamment là, sur la communication, le jugement, la prise de décision, le travail d'équipe, le soutien mutuel, le développement de compétences sociales et techniques. Donc, jusqu'à tout récemment, on mettait un peu de côté l'idée que quand on fait du plein air, ben, il faut vraiment retrouver des effets psychosociaux, mais il y a quand même aussi un bénéfice à apprendre à faire du ski, apprendre à canoter, apprendre à skier, apprendre à surfer. Donc, ce sont des bénéfices aussi qui sont maintenant considérés. Et évidemment, la cohésion. Et maintenant, quels sont les facteurs qui influencent l'émergence de ces effets-là? En fait, je vais les présenter, je les expose sans aller dans le détail, mais c'était juste pour montrer en fait la panoplie d'objets d'études puis la diversité qui s'offre à nous lorsqu'on commence à s'intéresser à l'intervention en contexte de nature et d'aventure. Donc, évidemment, qu'est-ce qui influence les effets? Il y a les populations visées, les critères de participation. Donc, qu'est-ce que les personnes vivent? C'est quoi les problématiques que les personnes rencontrent dans leur vie puis qui font qu'ils sont sélectionnés pour vivre un programme X? Quand je parle de programme, pour moi, c'est une intervention en contexte de nature et d'aventure. Okay? Quels sont les objectifs visés? Donc, dans l'histoire, on a vu apparaître à travers l'éducation des écoles d'aventure, en fait, des programmes d'aventure qui réalisaient des expéditions de 20 jours de façon éducative pour développer les habiletés sociales. Puis, à un moment donné, en voyant les effets positifs, on s'est dit, ah, ben pourquoi pas, pourquoi pas faire ce genre d'expérience avec des personnes ayant vécu des abus sexuels? Donc, on se ramasse avec des objectifs éducatifs, mais avec des personnes qui ont des problématiques. Donc, ça engendre un autre type d'effet aussi. Le format et la durée. Bon, il y a une panoplie de formats et de durées qui sont représentés dans la littérature. Quand on va parler de format, on va parler de
de forme qui s'échelonne en fait sur plusieurs jours, journées consécutives, donc les expéditions, qui partent de 2 à 35 à même 90 jours dans l'idée de parcourir un trajet d'un point A à un point B. Ceci étant dit, il y a des formats aussi qui s'échelonnent sur plusieurs journées, mais en camp fixe. Donc, c'est-à-dire qu'on arrive à un endroit en milieu naturel et on reste là pendant 8 jours et là, on fait plusieurs activités, mais on dort toujours au même endroit. Et il y a aussi des programmes qui se déroulent sur une longue période. Donc, ça peut être sur une année, mais à raison d'une fois par semaine pendant 3 heures. Donc, c'est ce qui représente les formats et les durées qui varient d'un programme à l'autre. Et évidemment, les tranches d'âge et le genre ont aussi été étudiés. En fait, ce que je peux porter à l'attention des gens qui sont présents aujourd'hui, c'est qu'on a plusieurs travaux qui se penchent sur les jeunes, les 18 ans et moins. Et souvent, je me fais demander comme question, est-ce que c'est parce que c'est mauvais pour les adultes? Est-ce qu'il y a des bénéfices, pas des bénéfices, mais des conséquences néfastes au programme d'aventure chez les populations adultes? Non, c'est pas pour ça. C'est parce qu'il y a plusieurs travaux qui sont émergents ou qui proviennent, issus, pardon, des milieux anglo-saxons, notamment des États-Unis, et le système d'assurance fait que les jeunes sont capables de vivre des expéditions de plein air et ces expéditions-là sont évaluées. Donc, c'est ce qui crée une prédominance au niveau de la jeunesse au sein des études, simplement. Bon, ici, j'avais envie d'illustrer la diversité des études, non pas pour passer là, plusieurs minutes à différencier ces 3 travaux-là, mais seulement pour illustrer à quel point ça peut être divers au sein de la littérature. Donc, on a la première étude dans la colonne, la deuxième colonne, si on part de la gauche, qui est celle de Torok et Hall en 2006, qui s'intéresse aux adolescents qui sont atteints de cancer et qui vivent avec le diabète. Ensuite, on a Dobud en 2016 qui s'intéresse à des adolescents à risque et Keogh et Taylor, 2004, pardon, je ne vois pas ici, ouais, 2004, auprès de parents et tuteurs légaux d'enfants qui vivent avec un TDAH. Et on voit ici à travers le genre, l'âge et le nombre de participants que ça diffère grandement d'une étude à l'autre. C'est la même chose aussi pour les caractéristiques de l'intervention. Donc, quand les adolescents atteints de cancer et atteints de diabète vivent un programme en camp fixe sur 8 jours, les adolescents à risque, eux, font une expédition de 14 jours. Tandis que quand on parle de l'étude de Keogh et Taylor, il ne s'agit pas d'une intervention à proprement dit. L'idée, c'était d'évaluer d'évaluer les retombées des pratiques en environnement vert chez des jeunes. Donc est-ce que en réalisant des activités de plein air, les fins de semaine, les soirées, est-ce qu'on arrive à des résultats qui sont positifs? Donc, c'est ce qui, je voulais l'exposer pour illustrer la diversité des travaux qu'on a dans la littérature, qui sont disponibles dans la littérature. Bon, maintenant, en fait, le sujet qui nous intéresse, c'était important pour moi de placer avant tout l'historique, les définitions, les effets, mais qu'est-ce qui fait que la nature et l'aventure deviennent des leviers de développement humain? Donc, je l'ai divisé en 3 parties à des fins de compréhension. Donc, maintenant qu'on connaît les effets, on s'est intéressé, on s'est penché sur les processus, les mécanismes, les théories, les hypothèses qui expliquent qu'est-ce qui se passe en plein air qui fait qu'on a des effets qui sont positifs. Donc, au niveau de la nature, je vais l'expliquer par une hypothèse et 2 théories. En fait, la première hypothèse, c'est celle de la biophilie. Et en fait, c'est l'un des premiers postulats qui explique les bénéfices qui sont reliés aux expositions et aux immersions. Et cette hypothèse-là renvoie aux besoins inhérents de l'humain de s'affilier profondément et intimement à l'environnement naturel, particulièrement aux organismes vivants et au milieu dans lequel il vit. Donc, c'est une hypothèse qui a été avancée en 84 par un biologiste qui s'appelle Wilson. Et selon ce biologiste-là, il stipule que pour l'humain, le besoin de se retrouver en nature serait intrinsèque, essentiel et contribuerait à son équilibre émotif et psychologique.
Et en raison de l'urbanisation, ce lien-là aurait pâli au fil des années et même pour certaines personnes, ce serait effacé. Et depuis quelques années, là, cette hypothèse-là tente d'être revalidée au plan, ben pas revalidée, mais plutôt validée au plan empirique. Donc, il y a plusieurs travaux qui s'appuient sur cette hypothèse-là de biophilie. Intimement liée à cette hypothèse-là, on retrouve la théorie de la réduction du stress, qui est une théorie dérivée là, qui est une théorie dérivée d'une théorie psycho-évolutionnaire. Elle est aussi basée sur la relation entre l'humain et l'environnement. Et cette théorie-là suggère que dans l'absence de menaces réelles, évidemment, c'est-à-dire dans une situation où la survie de l'espèce était en péril, l'environnement, si la menace est absente, pardon, l'environnement évoque naturellement une première réponse positive et c'est ce qui promeut la récupération du stress. D'autre part, à même cette théorie-là, on évoque que dans les environnements naturels, ça donne l'occasion aux personnes de s'évader de leur quotidien, de se distraire et favorise ainsi les états de calme et ça induit un affect positif. Dans le but de soutenir cette hypothèse-là, il y a des travaux qui ont été produits qui démontrent entre autres des effets physiologiques sur la pression sanguine, la diminution des hormones de stress comme le cortisol, le rythme cardiaque. Finalement, en fait, la théorie de l'attention non dirigée, on en parle souvent, elle soutient la théorie de la réduction du stress comme étant une de ses sous-dimensions. Et cette théorie-là suggère que les humains se retrouvent dans un état de douce fascination face aux éléments naturels. Et cet état de douce fascination-là en milieu naturel requiert une attention qui provient de ressources cognitives minimales. Et quand ceci est accompagné de qualité de présence, donc on parle d'un affect positif, des états de conscience, donc être centré sur le moment présent, de regarder ce qui se passe dans l'environnement, ça favoriserait les bénéfices sur la restauration cognitive et le sentiment de bien-être. Et cet état de douce fascination-là serait influencé par des composantes qui sont très personnelles d'une personne à l'autre, c'est-à-dire le sentiment d'être au bon endroit selon nos états psychologiques, pardon. Le degré dans lequel l'environnement semble organisé. Donc, pour moi, peut-être qu'être en forêt, ça semble organisé, mais être sur l'eau ou dans l'eau ne le semble pas. Donc, c'est un aspect qui est lié à la cohérence. Et finalement, simplement, le fait d'être éloigné de son quotidien favoriserait cet état d'attention non dirigée ou de douce fascination. Et l'état de douce fascination est intimement lié au sens, comme la vue. Puis à cet égard-là, il y a certains travaux qui mettent en exergue les paramètres qui influencent cet état-là, et notamment via la vue, en fait, on va parler de haut niveau de lumière et de contraste. Donc, de façon le plus terrain, l'idée, c'est de dire que si je décide d'aller marcher en forêt ou courir en forêt, puis je me mets dans un état, en fait, où je vais me centrer sur le moment présent, puis je vais m'attarder aux éléments naturels, il y a plus de chances que je revienne reposer au plan cognitif que si je pars, je suis de mauvaise humeur, je vais faire mon jogging, je vais faire ma marche, puis je fais juste penser à mon travail. Bien, c'est pas nécessairement parce qu'on est en milieu naturel que directement, il va y avoir des effets qui sont positifs. Donc, c'est intimement lié à l'affect et à la posture dans laquelle on part. Donc, c'est ça pour la nature. Qu'en est-il d'aventure? Bon, qu'en est-il d'aventure? En fait, il y a trois paradigmes, ou en fait hypothèses là, qui expliquent comment l'aventure devient un levier de développement humain. Donc, je rappelle que l'idée d'être dans un contexte d'aventure, c'est de vivre une expérience qui est déstabilisante, qui est en fait qui est nouvelle, qui induit un certain niveau de risque et qui est liée aussi à mes états psychologiques. Pour moi, l'aventure en milieu naturel, en plein air, ça passe fréquemment par les activités techniques qu'on va exécuter, donc le canotage, le kayak, l'escalade. Donc, l'aspect d'aventure passe particulièrement par les activités. Donc, en fait, quand on parle de l'équilibre entre le risque perçu et le sentiment de compétence,
C'est qu'en fait, on veut réaliser des activités qui comportent un certain niveau de risque, mais l'interaction entre le risque et la compétence vont créer le défi. Et pour que ces défis-là soient vécus positivement, ils doivent détenir un certain niveau de difficulté, mais ce niveau de difficulté-là doit être ajusté aux compétences physiques et psychologiques des participants. Et c'est de cette façon-là qu'on est en mesure de surmonter les défis, puis qu'on va être capable d'en retirer nos forces et nos limites, et même déployer des stratégies d'adaptation pour être en mesure, dans le futur, de répéter l'expérience de façon positive. C'est intimement lié à la dissonance et à l'adaptation. Et la dissonance fait référence à l'écart vécu dans l'environnement, entre l'environnement habituel des participants et les conditions dans lesquelles on se trouve. Donc, on va parler des conditions qui sont environnementales, physiques et sociales. Et comme, en fait, le contexte est exigeant et que souvent, on réalise ces activités dans des milieux qui sont sujets au changement, ça génère un certain stress chez les participants. Et pour s'adapter, on doit faire affaire à nos mécanismes d'adaptation. Donc, c'est ce qui fait qu'on peut percevoir des effets qui sont positifs, mais aussi c'est ce qui fait que c'est super important de jauger ces paramètres-là quand on met en place des programmes de nature et d'aventure pour que les conditions soient favorables à des réussites. Donc, si je fais vivre une activité qui est trop difficilement perçue, dont le risque est perçu comme étant trop élevé pour les participants, mais ça se peut qu'ils ne soient même pas en mesure de l'essayer. Puis qu'à ce moment-là, je fais vivre encore une fois, ou dépendant des problématiques qui sont vécues, un échec à cette personne-là. Donc, c'est vraiment c'est difficile à jauger, ça prend de l'expérience puis de la connaissance à la fois de la clientèle et de l'activité qu'on veut faire vivre pour être en mesure de bien jauger ces aspects-là. Évidemment, il y a l'expérience de groupe aussi, et ça, on s'y attarde depuis une vingtaine d'années. Au départ, un peu comme la nature, on considérait que ça faisait partie de l'expérience, mais maintenant, on met davantage d'emphase sur qu'est-ce qui se passe dans le groupe qui peut être prometteur d'effets positifs ou de conséquences négatives, pardon. Donc, finalement, de façon très simple, c'est qu'en étant en lien avec les autres, on va se développer soi-même. Et en plein air, en raison du contexte dans lequel on est, on redevient interdépendant. Et la création des liens va reposer sur cet aspect-là, sur les conditions environnementales qui sont vécues. Et la qualité des relations va se développer dans un contexte qui est souvent imprévisible et engageant pour les membres. Donc, brièvement, on s'allie dans nos difficultés et nos forces. Si vous avez des questions, ça me fera plaisir de répondre à cet aspect-là, mais pour un souci de concision, j'ai décidé de l'aborder de cette façon-là. Maintenant, qu'en est-il des interventions en contexte de nature et d'aventure? Donc, quand on ajoute l'aspect d'intervention, quels sont les facteurs à considérer pour favoriser des retombées qui sont positives? On va parler de la qualité de l'alliance entre l'intervenant et le participant. Donc, c'est majeur, les caractéristiques des intervenants, les approches qui sont utilisées, la posture de l'intervenant et les qualités personnelles de la personne vont avoir un impact sur la qualité de la relation. Les autres facteurs à considérer, évidemment, ce sont les critères de participation. Donc, moi, je crois que ça prend des critères d'inclusion, mais d'exclusion aussi, parce que la nature et l'aventure, c'est bon. Il y a des effets qui sont positifs, qui sont répertoriés, comme je le nommais tantôt, mais ce n'est pas bon pour tout le monde à tout moment d'un processus psychosocial. Donc, l'exemple qui me vient en tête, c'est que quelqu'un qui a une problématique de consommation, si elle n'a pas reconnu déjà que sa problématique, sa consommation avait une incidence sur son fonctionnement général, social, puis n'est pas capable de se passer de sa consommation ou sa dépendance pendant 3, 4, 5 jours, puis que le programme qui est mis en place, c'est effectivement une expédition de 3, 4, 5 jours, bien à ce moment-là, j'ai l'impression qu'on s'en va vraiment vers l'échec d'une intervention.
Donc, les critères de participation sont majeurs pour favoriser la réussite du programme. Et pour moi, favoriser la réussite d'un programme ne veut pas dire ne pas vivre de défis, ne jamais vivre d'échecs par rapport à expérimenter une paroi puis ne pas la réussir une fois sur 10. Mais l'idée, c'est de mettre des conditions en place pour que les participants puissent vivre une réussite. Mais de vivre des expériences qui font qu'on grandit, ça fait partie de l'expérience finalement. La programmation aussi va être importante, aussi, donc le format, le contenu, les activités et évidemment les ressources financières qui sont disponibles à notre portée vont avoir une incidence sur notre capacité à mener un programme. Et il y a un aspect en fait qui, oui, relève de la phase de planification quand on parle d'une intervention, mais quand on parle d'un programme qui se déroule en contexte de nature et d'aventure, il y a tout un autre aspect qui s'ajoute et c'est celui de la gestion des risques. Donc, quand on part en milieu naturel avec des groupes et que ce soit pour une journée, pour 3 heures ou pour plusieurs journées, on se doit d'ajouter une certaine étape à cette phase-là ou cette étape-là de planification. Et c'est celle de faire un plan d'urgence, d'être en mesure d'identifier les risques qui sont inhérents à cette modalité-là et d'être en mesure d'y répondre. Donc, est-ce qu'en partant 3, 4, 5 jours, 10 jours, est-ce que si je dois évacuer une personne pour une raison psychosociale ou une blessure physique, est-ce que j'ai les ressources pour le faire? Comment ça fonctionne? Comment on fait pour la sortir de la forêt finalement? Donc, ça, c'est tout un aspect qui doit être pris en compte puis qui s'ajoute à une modalité d'intervention qui est plus conventionnelle. Donc, si je peux terminer en fait avec les enjeux actuels. Donc, au sein de la pratique, on parle d'opérationnaliser les programmes. Donc, j'en ai parlé un petit peu. C'est pour ça que j'ai mis des équipes collaboratrices dans la diapo. C'est que l'idée n'est pas de ne pas partir en plein air avec des groupes, mais plutôt de s'allier des bonnes personnes pour être en mesure de faire vivre une expérience qui est sécuritaire et encadrée. Donc, actuellement, c'est de reconnaître la nature et l'aventure ou l'intervention en contexte de nature et d'aventure comme étant une modalité qui favorise des bénéfices et non comme une méthode alternative de travail, parce qu'à ce moment-là, on va pouvoir voir apparaître des ressources financières qui viennent avec. Et maintenant, au niveau de la littérature, moi, je crois qu'il reste encore du travail à faire sur les éléments clés. Ils doivent être approfondis dans la compréhension qu'on en a. Et ça, notamment au plan des activités physiques et spécifiques, en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe de façon plus précise à travers une expérience de canotage versus une expérience d'escalade? Donc, c'est ce qui compléterait ma présentation. On pourrait passer à la période de questions. Je vais passer la parole à ma collègue, Mme Picard, pour la suite. Est-ce que l'utilisation de l'intervention en contexte de nature et d'aventure est un phénomène nouveau? Ben, comme je disais, il y a plusieurs initiatives là, qui s'échelonnent sur plus d'une centaine d'années, mais de façon plus organisée, si on veut, puis au niveau des travaux, de la recherche, on pourrait parler là, des années que ça a débuté plutôt dans les années 60, 70, puis là, il y a vraiment une recrudescence des travaux là, qui sont produits sur les bénéfices d'être en nature puis les bénéfices de vivre des expériences d'aventure. Donc, je pourrais dire une centaine d'années pour dire comment on répertorie les premières initiatives, mais plutôt une cinquantaine, soixantaine d'années là, pour ce qui est du travail au sein de la littérature. Merci de l'information. Une autre question. En fait, on souhaite votre opinion, Madame Gargano. Au niveau des durées et formats divers, on semble voir de plus en plus de milieux aller vers ce qu'ils appellent les micro-aventures. Exemple, un après-midi en forêt. Est-ce, selon vous, compatible avec la théorie de la biophilie et ou de l'attention non dirigée? Parce que je me questionne sur cette appellation micro-aventure, car j'y vois bien la nature, mais peu l'aventure dans un moment assez court. C'est surtout l'exposition qui devient en elle-même un levier d'intervention. J'aimerais votre opinion. Bien, vous avez raison, mais c'est que la théorie de la biophilie
puis de l'attention l'hypothèse de la biophilie, pardon, puis la théorie de l'attention non dirigée, puis la réduction du stress est associée aux expositions en nature et même aux immersions, comme je disais, quasi actives. C'est-à-dire qu'on a répertorié que de s'asseoir sur un banc de parc, on avait déjà des bénéfices qui étaient répertoriés au plan psychologique, mais au plan physiologique aussi. Donc, je pense que ça dépend de ce qui est favorisé. Si l'idée, c'est de favoriser des états de calme et de contemplation, eh bien oui, l'idée d'être en nature, c'est correct. Mais si l'idée, c'est de faire vivre une aventure, bien évidemment, là, on est moins dans l'objectif parce qu'on ne peut pas corréler l'hypothèse de la biophilie puis la théorie de la réduction du stress avec l'aventure. Ceci étant dit, ce qu'on peut savoir, c'est que l'exercice physique nous permet d'accéder à la nature. Donc, il y a certains travaux qui mettent en exergue le fait que ce n'est pas nécessairement, en fait, juste le fait d'aller vers la nature va nous permettre de vivre une petite expérience d'aventure. Je ne sais pas si ça répond à la question, là. Je crois bien que oui. Une autre question ici, est-ce que justement d'énumérer les risques d'une activité viennent ajouter un frein, pardon, et un stress aux participants? Oui, il est essentiel de les énumérer, j'en suis consciente, mais c'est souvent mal perçu et les personnes se freinent seules et ils ont peur au lieu de se reconnecter à la nature. Ça dépend toujours avec qui on travaille, hein. Je pense que c'est important de parler des risques, mais aussi si, par exemple, j'ai un programme d'intervention psychosociale, je vais dire, écoutez, bon, ben, quels sont les risques, là? Là, on pose des questions aux membres, mais les risques, c'est d'avoir une foulure, d'avoir froid, tout ça. Puis après, de le relativiser dans une perspective que pour vivre une expérience, il faut qu'on aille dans le milieu. Ceci étant dit, oui, ça peut devenir un frein. Fait que je pense que c'est tout est dans la façon de le présenter auprès des participants, dépendant des problématiques qui sont vécues, parce qu'on veut pas non plus venir en créer une culture de peur pour que finalement le programme ne se déroule pas. Mais oui, évidemment, il faut en parler, mais tout ça euh, avec finesse finalement. Merci. J'enchaîne. En lien avec les facteurs qui favorisent l'émergence du changement, est-ce que vous avez des exemples de pratiques à favoriser avec différents types de clientèle, comme les adolescents versus les adultes? Ah, c'est très large comme question. En fait, ce que j'ai envie de dire, si je le prends dans la perspective que vous êtes quelqu'un qui veut tenter de développer des programmes, moi j'ai envie de dire de faire vivre des petites réussites, de réaliser des petits projets pour être capable de vraiment saisir qu'est-ce que ces adolescents-là ou ces personnes-là retirent de cette expérience-là. Donc souvent, moi ce que j'entends, c'est oui, mais c'est trop gros partir 20 jours. Ben oui, c'est gros quand tu commences, mais tu sais, pourquoi pas commencer par un 2 heures, un 3 heures, voir ce qui émerge de ça. Ensuite, dire, bon, ben OK, je pourrais faire une journée pour voir ce qui émerge. C'est quoi les facteurs à favoriser quand on parle de dissonance? Est-ce que si je prends des personnes qui vivent l'anxiété, puis je leur fais vivre un 3 heures de marche en nature, est-ce que pour eux, ça a été favorable? Si c'est oui, mais ça veut dire qu'on peut répéter et dire, ah, mais je pourrais agrandir la zone de d'adaptation de ces personnes-là en leur disant, OK, on va l'essayer, mais plus longtemps. Mais si ça a été défavorable, ça veut dire probablement que cette activité-là est trop difficile pour cette population-là. Fait que moi, je pense que c'est de faire des essais-erreurs, mais dans une marge d'erreur qui est très, très petite. Ça serait ma suggestion. Merci. Autre question, l'intervention est orientée vers une personne ou un groupe selon la définition donnée. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites au niveau communautaire dans l'accompagnement de communautés? Mais moi, j'en ai pas vu. Il y en a certainement quelques-unes, mais ce n'est pas la prédominance, évidemment, parce que, comme je le disais, au plan historique, on part avec des groupes. Ça provient d'organisations, en fait, puis c'est un peu lié aussi aux finances. C'est l'idée de dire, bon, mais si tu pars avec deux clients, deux participants sur une expédition de 20 jours, là, je vais vraiment au plus
je vais dans un extrême, ça va coûter la même chose au niveau des frais fixes pratiquement que si je pars avec une dizaine de personnes. Donc, on est vraiment plus dans une perspective groupale et c'est ce qu'on retrouve au niveau de la littérature. De plus en plus, comme je disais, on en parle aussi au plan individuel dans des pratiques centrées sur la nature, mais au plan communautaire, pas vraiment, non. Autre question aussi, à votre connaissance, est-ce qu'il y a déjà eu des études et des expériences terrain portant sur l'INA auprès de groupes de femmes? Oui, oui, ben oui, plusieurs. Puis ce qu'on regarde souvent, c'est un peu corrélé avec une posture féministe, c'est des études sur l'empowerment, le sentiment d'appartenance à un groupe. Et puis, il y a certains travaux aussi qui mettent en relief euh, les différences entre les attitudes, les comportements entre les genres. Donc, oui, ça existe, oui. J'enchaîne. Actuellement, quels sont les projets de recherche en cours que vous connaissez, dont vous êtes au courant utilisant l'approche de l'INA? C'est une très bonne question. Ben, il y a plusieurs travaux. On se penche de plus en plus sur certaines populations qui n'ont pas été étudiées jusqu'à à ce jour. Donc, on va parler des personnes qui vivent avec des traumas, des problématiques de santé mentale un peu plus qui ont été moins répertoriées dans le passé, c'est-à-dire comme les personnes qui sont atteintes de schizophrénie. Mais ce qu'on connaît, en fait, c'est on a eu il y a eu plusieurs travaux sur les jeunes à risque, euh, les jeunes qui consommaient, la délinquance. Et maintenant, on s'intéresse à des populations un peu plus larges, même au niveau, puis là, je parle dans une population, une problématique, mais juste l'utilisation du plein air chez des populations plus âgées. Donc, comment la nature et l'aventure peut contribuer au bien-être global chez les personnes âgées de 50 ans et plus. Votre question est très intéressante, mais elle est très large. Donc, puis moi, en fait, si je peux me permettre, ben, mes travaux dans les prochaines années s'intéressent, comme je le disais, je vais m'intéresser vraiment à la spécificité de ce qui se passe dans l'environnement, l'activité qu'on réalise dans l'environnement. Donc, qu'est-ce qui se passe dans un environnement marin versus en rivière versus sur la terre pour essayer de décliner davantage les aspects qui sont liés à la biophilie, à l'attention non dirigée, puis aussi aux aspects reliés à l'aventure. J'espère que ça répond. D'ailleurs, j'ai une question. Avez-vous déjà tenté de propulser l'aménagement d'un site de plein air existant avec un groupe d'étudiants, de futurs guides dans le cadre d'une activité pédagogique du genre apprentissage expérientiel? Je ne sais pas si je comprends bien la question, mais si je la comprends bien, oui, j'ai enseigné des cours dans lesquels je mettais les étudiants en plein air en lien avec des organisations communautaires dans le but que les organisations communautaires puissent bénéficier d'expériences de plein air, mais par le fait même que les étudiants puissent développer des habiletés à travailler avec différents types de groupes. Donc, si je comprends bien la question, ce serait ma réponse. Connaissez-vous des sources de financement spécifiques pour les organisations qui désirent développer un programme d'intervention par la nature et l'aventure? Hmm. C'est une bonne question. Non, il y en a certaines, mais à défaut de me tromper, là, je ne m'avancerai pas aujourd'hui là-dessus. Mais la réponse que j'ai envie de dire, c'est que pour les personnes qui veulent développer des programmes d'intervention en contexte de nature et d'aventure, la meilleure façon pour moi d'entrevoir le projet, c'est de dire quels sont les objectifs que je veux atteindre avec ma population, là, les gens avec qui je travaille. Quelles sont les particularités de ces personnes-là et comment la nature et l'aventure viennent soutenir cette démarche-là? Parce que l'erreur que je vois qui est souvent produite, c'est que les gens, les intervenants veulent aller en plein air. On va aller dehors. Ah, je vais aller dehors, puis je suis sûre que c'est bon. Mais pour qu'on puisse obtenir une subvention ou faire valoir notre projet, la démarche doit être inverse. C'est-à-dire de dire, les personnes avec qui je travaille vivent telle problématique. Comment, à la lumière des connaissances actuelles, la nature et l'aventure peut contribuer
à diminuer ces symptômes-là ou à augmenter le fonctionnement social de ces personnes-là. Et si vous ne le trouvez pas dans la littérature parce que ce n'est pas favorable, ben moi, je pense que ça veut dire que l'outil n'est pas bon. OK? Donc, il faut vraiment voir le plein air pour ses forces, mais aussi dans les limites que ça comporte. Donc, comme la personne tantôt qui posait une question sur la micro-aventure, peut-être que le terme, c'est juste le terme micro-aventure, c'est peut-être pas le bon, c'est peut-être micro-exposition ou micro-immersion. Puis c'est quoi l'objectif en arrière de ce programme-là? Et là est la réponse pour avoir les subventions. Puis la raison pour laquelle je me sens à l'aise de répondre à cette question-là, c'est qu'en travaillant dans différentes organisations, c'est la façon dont on a été capable de développer des programmes de plein air. Non pas en disant on est au centre de réadaptation avec les jeunes puis les parents, c'est super le plein air, c'est de dire oh non, je crois que ces parents-là, ces jeunes-là doivent passer du temps ensemble. Est-ce qu'il y a un autre contexte qui est favorable au développement de la communication, au développement du lien? Bien là, le plein air vient répondre à ça parce que, comme je le disais tantôt, la nature, l'aventure, le contexte va favoriser l'interdépendance ou même la cohésion entre les personnes. Donc, c'est pour ça que pour moi, la posture doit être celle d'un intervenant ou d'une intervention et non de dire le plein air, c'est super. Donc, la démarche est inverse. J'espère que ça répond. Merci des précisions. Il nous reste quelques questions seulement. Existe-t-il des interventions en contexte de nature réalisées avec des personnes sous main de justice? En milieu carcéral, oui, il y a certains travaux qui ont été réalisés avec des populations qui ont vécu en milieu carcéral, qui étaient, bon, évidemment, dans des milieux qui étaient, ben, les personnes avaient les critères d'inclusion favorisaient des personnes qui étaient capables d'être à l'extérieur de la prison, là, si je peux m'exprimer ainsi. Mais oui, il y a certains travaux que j'ai répertoriés dans la littérature qui font état de ces expériences-là. Et les résultats étaient positifs. Très bien. Est-ce qu'il est possible également d'organiser ce type d'intervention-là avec des personnes qui font une psychothérapie de groupe? Oui, c'est une bonne question. Oui, c'est possible, dépendant des objectifs qui sont à atteindre. Puis il faut encore faut-il que la démarche soit justifiée pour toute la notion de confidentialité, parce qu'on quand on est à l'extérieur des murs, on peut être susceptible de rencontrer d'autres personnes. Donc, il faut que la démarche soit vraiment assise là, dans une pertinence qui est forte. Mais oui, c'est possible. Très bien. Une autre question. Pourquoi disons-nous intervention en contexte de nature et non intervention par la nature et l'aventure? Quelle est la différence? C'est une bonne question. Ben moi, j'aime mieux le terme en contexte de parce que je crois que, comme je le disais tantôt, la nature et l'aventure vient soutenir des objectifs. Donc, vient soutenir des objectifs qui sont psychosociaux. Donc, c'est le contexte qui est favorable à l'atteinte des objectifs. Et c'est non pas seulement en disant on va dehors, en nature, de façon causale, il y a des effets. OK? Puis on est vraiment là-dedans, là, parce que, tu sais, on voit un peu, en ce moment, on est encore en train d'émettre des balises. OK? La force du plein air en ce moment, c'est que, surtout au Québec, euh, on est très libre de faire ce qu'on veut, comparativement aux États-Unis. Mais ça crée certains écueils parce que si on peut faire ce qu'on veut, n'importe qui peut faire ce qu'ils veulent. Puis c'est pas nécessairement en disant je regarde une plante que je vis un processus de psychothérapie. OK? Fait qu'il faut aller plus loin que ça. Donc, c'est pas, pour moi, ce n'est pas de l'intervention par la nature et l'aventure, mais plutôt la nature vient soutenir des objectifs et l'aventure aussi. Et le tout doit être réalisé dans une démarche qui est structurée, qui est planifiée et qui répond à certains critères d'inclusion et d'exclusion, comme je le disais, parce qu'on peut faire plus de mal que de bien si on pense que juste en mettant un 20 personnes ensemble, là, puis en allant dehors, on crée quelque chose de positif. Donc, c'est pour ça que j'utilise ce terme-là.
Je voudrais juste souligner que ceci étant dit, je ne vois pas la nature pour moi comme quelque chose d'instrumental. Ça dépasse cet aspect-là d'instrumentalisation, de domination. Pour moi, on fait partie vraiment d'un tout, puis on se doit de respecter cet environnement-là parce qu'il nous permet d'atteindre des objectifs. Dans la nomenclature, c'est le terme le plus euh, élargi, inclusif que j'ai trouvé. Merci beaucoup de la précision. On peut y aller avec une dernière question. C'est qu'il existe déjà plusieurs compagnies qui offrent des expéditions d'éducation en plein air en Ontario et dans le reste du Canada. Savez-vous pourquoi le Québec n'a pas autant de programmes et qu'est-ce qui pourrait aider à en développer davantage? Ah, c'est une bonne question. Je pense que c'est la culture, c'est l'histoire. C'est juste que, en fait, la façon dont ça s'est développé, ça a été par différentes organisations qui prenaient des groupes, tandis que les autres organisations, les autres organisations que moi je connais, du moins, qui à travers le Canada, c'est du recrutement qui se passe à la pièce. Donc, une personne s'inscrit, puis là, quand on a 10 personnes, mettons, on a un groupe de 10, ben là, on part. Mais c'est pas dans la culture du Québec, mais il n'y a pas de limite à ça, là. C'est juste que personne ne l'a essayé, mais c'est seulement pour ça. Donc, il reste de la place. C'est à bâtir. Alors, il n'y a plus de questions, mais il y a beaucoup de félicitations, par contre. Euh, il y a ici un monsieur Côté qui dit: Wow, merci beaucoup pour cette excellente présentation, Madame Gargano. Vos travaux sont très pertinents et vont beaucoup m'aider à former les guides de demain.